Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de In Principio. Jésus était-il marié? Alors, je ne parle pas des noces de l'agneau décrites dans le livre de l'Apocalypse, ni des formulations employées à ce sujet par Paul. Je veux dire, Jésus, du temps de son ministère terrestre, était-il marié à une femme? Alors, les visions alternatives du ministère de Jésus ont beaucoup inspiré l'art. Pour citer que deux exemples, en 1999, le film Stigmata évoque un Jésus qui ne voulait pas d'église et dont les vraies paroles avaient été cachées au commun des mortels par le méchant Vatican. Dans les années 2000, Dan Brown publie le Da Vinci Code, quasiment un plagiat d'un vieil ouvrage sur Rennes-le-Château, et qui propage la thèse d'un Jésus ayant été marié et ayant eu une descendance. Alors, bien qu'il s'agisse d'un roman, beaucoup ont vu dans cette thèse d'un Jésus marié une vérité que l'establishment nous aurait cachée depuis trop longtemps. C'est un travers assez fréquent chez l'être humain, une information fausse et sensationnelle, et plus séduisante qu'une sobre vérité. Dernièrement, un article du National Geographic a été massivement relayé sur les réseaux sociaux. Voici le titre de l'article. Aucune preuve de contrefaçon sur le papyrus de l'évangile de la femme de Jésus. Accrocheur, non? Alors, un tel titre est une invitation au clic susceptible de séduire aussi bien le fervent complotiste, qui aura l'espoir de voir apporter de l'eau à son moulin, que le chrétien sérieux qui voudra voir ce qu'on a bien pu encore inventer comme thèse loufoque sur Jésus. Je vous propose un podcast un peu différent. Cet épisode va analyser l'article en question. On a parlé dans In Principio du rapport de la Bible à l'archéologie, aux sciences sociales, à la biologie. Je pense qu'il est temps de s'intéresser au journalisme. Vous trouverez le lien vers l'article en question en description de cette vidéo. Je rappellerai les principaux points, cependant je vous invite à lire l'article pour bien comprendre ce dont on parle. Tout d'abord, on va s'intéresser au point formel de l'article. Donc, avant même de rentrer dans le fond, voyons certains éléments formels intéressants. Tout d'abord, l'article n'est pas daté. C'est donc le genre de publication qui en fait peut servir en tout temps, être partagé et paraître toujours frais, avec l'illusion d'une découverte récente fracassante. C'est loin d'être une constante des articles en ligne du National Geographic. La plupart sont datés. Il ne s'agit donc pas d'une politique propre au journal. J'ai personnellement découvert l'article début d'année 2000 suite au partage Facebook d'un de mes amis, mais il n'est pas impossible que l'article soit beaucoup plus vieux. On note qu'hormis la date de l'acte de vente du manuscrit, aucun repère chronologique n'est fourni quant à l'évolution de la recherche sur ce document. On doit se contenter du flux d'informations fournies par le rédacteur de l'article. Le rédacteur, justement, parlons-en. Il s'agit d'un certain Dan Vergano. Une rapide recherche sur Internet nous apprend qu'en plus des articles pour National Geographic, il publie aussi pour le compte de BuzzFeed News, un média en ligne avide d'informations rapides et de buzz, comme son nom l'indique. À ce stade, et avant même de regarder l'article, on peut résumer. Un titre accrocheur, un article non daté et donc réutilisable sans fin, quasiment aucune date fournie dans le corps du texte, un journaliste habitué aux médias à sensation. Ces éléments indiquent que l'article n'a pas une grande valeur informative, il semble surtout destiné à susciter un fort taux de clics sur un thème à sensation dont les complotistes sont très friands. On va voir maintenant ce que l'article dit du contenu du fameux papyrus. Alors, l'auteur de l'article se contente de reproduire le passage le plus sensationnel du papyrus, je cite. Annoncé au cours d'une conférence à Rome par Karen King de la Harvard Divinity School, l'évangile de la femme de Jésus, un fragment de papyrus en écriture copte, contenait quelques formulations intrigantes, à savoir les mots « Jésus leur dit, ma femme ». 3 petits points, elle pourra être ma disciple. 3 petits points. Ces mots sont visibles au centre du fragment.
Fin de citation de l'article. Alors, l'information est exacte. En effet, l'article se contente de relever la traduction exacte de ce que contient le papyrus. On peut quand même regretter que l'article n'indique pas une traduction de l'ensemble du manuscrit. Après tout, c'est une pièce relativement petite. Un article même bref aurait supporté d'ajouter la traduction complète. Vous trouverez en description de la vidéo un lien vers la transcription proposée par l'université d'Harvard. Et on voit que donc le passage qui nous intéresse se trouve entre les lignes 4 et 5. Vous voyez effectivement que la traduction proposée par l'article du National Geographic est correcte, à ceci près qu'il est bon de préciser que le lien entre ma femme et pourra être ma disciple saute moins aux yeux dans la version originale. En effet, les termes sont sur des lignes différentes et incomplètes surtout, alors que l'article se contente de dire que ces termes sont, je cite, visibles au centre du fragment. Pour résumer sur les points précis de la traduction du manuscrit, on peut dire que l'article donne de bonnes informations. On relève toutefois la présentation biaisée qui omet de préciser que les termes « ma femme » et « pourra être ma disciple » se trouvent sur des lignes différentes du document original. Intéressons-nous maintenant à la datation du document et ce qu'en dit l'article. Là encore, l'article mêle informations crédibles et imprécisions. Il dit ceci, je cite. « Cependant, dans les rapports publiés dans la revue Harvard Theological Review, plusieurs experts rendent compte d'analyses de la composition chimique et de l'écriture ancienne du fragment. Ils arrivent à la conclusion que l'encre utilisée dans ce fragment concorde avec l'encre ancienne et que les fibres du papyrus datent du 7e ou 8e siècle. » Le National Geographic tombe ici dans une grossière approximation. En effet, le test au carbone 14 donne une date médiane en 741 de notre ère, donc en plein 8e siècle, comme l'affirme l'article, effectivement. En revanche, l'article semble lier datation de l'encre et datation du papyrus, ce qui est faux. La datation au carbone 14 ne concerne que le papyrus, pas l'encre. Pour plus de précision, vous trouverez en description de la vidéo le rapport du test au carbone 14 réalisé par l'université d'Harvard. Ici encore, l'article passe par un raccourci pour étayer une thèse sensationnelle et fait coïncider des éléments séparés pour le plus grand plaisir d'un lectorat en manque de sensations fortes. Venons-en maintenant à l'avis des experts et surtout de l'experte tel que l'article le présente. Alors, l'article parle beaucoup de Karen King, professeure de théologie, qui a pendant 10 ans occupé la chaire d'histoire ecclésiale à la Harvard Divinity School. Madame King a annoncé l'existence du fameux papyrus en 2012 à l'occasion d'un congrès international d'études de la langue copte qui se tenait à Rome. Alors, l'article du National Geographic synthétise ainsi l'avis de Karen King, je cite, « Toutes les preuves d'un document ancien sont réunies », a déclaré King lors d'une conversation téléphonique. Pour nous autres historiens, il nous faut maintenant nous poser la question de ce que cela veut dire. Fin de citation. Alors, gros problème, l'article ne mentionne pas la date de cette fameuse conversation téléphonique. On en vient à un problème formel de l'article soulevé dans la première partie de ce podcast. Le fait que l'article ne date pas la chronologie des avancées de la recherche à propos de ce papyrus et ses problématiques. C'est d'autant plus problématique que le dernier avis en date sourcé de Karen King ne dit pas, comme l'évoque l'article, que toutes les preuves d'un document ancien sont réunies. Dans un article daté de 2016 pour le journal The Atlantic, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo, Karen King dit au contraire que la balance penche plutôt du côté de la contrefaçon. Alors en conclusion de tout ça, de cette rapide analyse d'article, que peut-on dire? Au regard des éléments formels, de la façon dont l'article rapporte le contenu du papyrus, de la façon dont il présente la datation du document et enfin du rapport qu'il met dans la bouche de Karen King, on ne peut en conclure qu'une chose, c'est un travail bâclé.
En clair, c'est du très mauvais journalisme. Pour résumer, très peu de dates au sujet de la chronologie de l'étude du manuscrit. Une façon partisane de présenter le contenu du document, un méli-mélo à propos de la datation au carbone 14, et enfin des propos déformés de la spécialiste Karen King, lui faisant dire l'inverse de ses conclusions universitaires. Dans cette analyse, on peut retenir une méthodologie assez simple pour valider la crédibilité d'un article. Tout d'abord, regardez qui a écrit l'article. Ici, comme nous l'avons vu, il s'agit d'un journaliste spécialisé dans les textes courts et dans les médias producteurs d'informations à buzz. Ce n'est pas un spécialiste de la question religieuse, en tout cas. Ensuite, regardez les dates. L'article est très pauvre et ne donne presque aucun repère. Un article sérieux date les choses. C'est important d'avoir une idée claire de la chronologie des événements. Avec cet article du National Geographic, on est dans le flou le plus complet. Et aussi, troisième chose, se renseigner sur ce qu'ont vraiment dit les experts cités dans un article. On voit assez rapidement, avec une simple recherche Google, que Karen King penche plutôt pour la thèse de la contrefaçon et non de l'authenticité du document. Chers amis, voici quelques pistes de réflexion quand vous êtes amenés à lire un article. Beaucoup de médias, même le National Geographic, aiment faire du clic avec des articles à sensation, comme ici avec un papyrus qui, au final, se révèle être une contrefaçon, selon le consensus des chercheurs. Un minimum de discernement vous permettra de ne pas tomber dans le panneau d'une telle énormité. Cet aspect de vérification d'articles et d'éducation aux médias est d'autant plus important de nos jours, où l'information circule très rapidement à propos de sujets parfois très sensibles. En pleine tempête épidémique du coronavirus, beaucoup d'informations circulent et il est difficile parfois de déterminer le vrai du faux. La méthode proposée permet de faire un premier tri entre informations sérieuses et sourcées et entre le contenu destiné uniquement à faire des clics sur Internet. Alors, si vous êtes parent, peut-être pouvez-vous faire écouter ce podcast à votre enfant, adolescent ou jeune adulte. Ça peut être une bonne manière de commencer à l'éduquer aux médias. En effet, les sites complotistes et autres usines à clics touchent particulièrement les adolescents ou les jeunes adultes qui, sous hormones, réagissent beaucoup à l'émotion au lieu de réfléchir avec discernement. Voilà, merci de m'avoir écouté. Soyez tous abondamment bénis. À la prochaine!